Bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi de participer à cette discussion, même si je ne suis pas un spécialiste de l'IA. D'ailleurs, pendant très longtemps, je ne me suis pas intéressé à l'intelligence artificielle, au motif que le mot intelligence dans l'expression en question, c'est le mot anglais et non pas le mot français. Or, comme vous le savez bien, l'intelligence en anglais, ça n'est pas la même chose qu'en français. Je ne dis pas que les Français sont plus intelligents que les Anglais, mais l'intelligence en anglais, c'est le traitement de l'information et la gestion des données, ce qu'on appelait autrefois la cybernétique. Alors que l'intelligence au sens français du terme, c'est beaucoup d'autres choses. C'est les capacités de discernement, la capacité à distinguer le vrai du faux, la capacité à argumenter, la capacité à montrer ce par quoi on est intelligent, et surtout la capacité à faire des expériences de pensée, c'est-à-dire interroger son propre savoir pour tester sa cohérence. Toute chose que l'IA ne sait pas faire. Mais évidemment, comme ça a été dit à l'instant par Serge Abitboul, l'IA imite. Elle n'est pas intelligente, mais nous qui discutons avec elle avons l'impression qu'elle l'est. C'est nous qui projetons notre intelligence dans la façon qu'elle a de répondre à nos sollicitations. Mais on ne peut pas dire qu'elle est intelligente. Pour autant, elle mime l'intelligence. Prenez l'exemple de ChatGPT, qui est en effet la référence. ChatGPT ne comprend rien à ce qu'il raconte, ne sait même pas ce que c'est qu'un mot, a simplement calculé des corrélations dans des bases de données énormes. Mais ChatGPT ne comprend pas ce qu'il dit. Quand nous lisons ces productions, nous avons l'impression que ce qui est écrit a été pensé par la machine. C'est ce qu'on appelle l'effet ELISA. Ça, c'est un vieux truc. Quand, par exemple, Thomas Edison a envoyé l'un de ses représentants à Paris en 1878 pour faire entendre aux oreilles des académiciens de l'Académie des sciences le premier phonographe, donc une machine qui permettait de réentendre le son d'une voix humaine. Camille Flammarion, qui était présent dans la salle, Camille Flammarion, l'astronome, qui a été également éditeur, comme vous savez, il raconte que quand la machine a fait entendre une voix humaine, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Bouillot, qui a descendu les travées pour aller étrangler l'assistant de Thomas Edison en lui disant « Nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». C'est-à-dire que quand vous entendez une machine qui prononce une voix humaine, vous pensez qu'il y a un humain dans la machine. Et moi, j'ai des collègues qui ont travaillé avec OpenAI, qui a créé ChatGPT, et au tout début, quand les gens posaient une question à ChatGPT, ils pensaient qu'il y avait quelqu'un derrière l'écran qui tapait à toute vitesse ce qui était produit par la machine. Et c'est lorsqu'on a vu que la production était tellement rapide qu'aucun humain ne pouvait taper aussi vite qu'on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose qu'un humain dans l'affaire. Mais c'est pour ça que je suis un peu réticent quand vous dites, par exemple, que l'algorithme qui a battu le champion du monde de Go était créatif. Quand on dit que la machine a été créatrice, on suppose qu'elle était consciente de l'être, ce qui n'est pas le cas. Et la créativité de la machine est simplement mesurée par la surprise que nous ressentons en voyant comment elle joue. Et c'est nous qui décidons de sa créativité. Mais elle a simplement calculé des corrélations dont nous n'avons pas l'habitude, ça nous a surpris. Mais de là à dire qu'elle a été créatrice, il y a un pas que personnellement, je ne franchirai pas. Alors évidemment, il y a des tas de sortes de situations où le silicium bat le neurone. On a cité les échecs, le jeu de Go. En sciences, pour faire de la synthèse des protéines, par exemple, l'IA fait mieux que les humains. Il y a toutes sortes de choses en sciences pour lesquelles l'IA travaille plus vite et mieux que les humains, toujours sur des tâches très spécifiques. Un humain, il est capable de faire différentes tâches intellectuelles. L'IA est quand même toujours, jusqu'à preuve du contraire, très ciblée. Et le fait que l'IA fasse mieux que nous, dans certains secteurs, devrait nous rendre fiers, puisque c'est nous qui avons conçu ces machines. Mais en réalité, ce que j'observe, c'est plutôt que l'IA, par ses performances, distille ce que Günther Anders appelait une honte prométhéenne. Parce que finalement, dans beaucoup de secteurs, l'IA nous humilie, elle nous dépasse, elle nous ridiculise. Et on est donc fier et honteux à la fois. C'est un sentiment très très ambivalent. Et la question est finalement, est-ce que nous allons réussir à nous adapter à ce que nous nous ajoutons? On s'ajoute dans notre paysage des machines qui nous aident, qui nous concurrencent peut-être aussi. Peut-être qu'elles nous menacent. Parce que qui vous aide vous menace. À force d'être aidé, vous allez perdre en compétences et peut-être que la machine pourra vous remplacer.
Et donc, il y a plusieurs questions qui sont posées. La première, c'est qu'est-ce que l'IA va faire? Est-ce que l'IA finira par être dotée d'une conscience d'elle-même? Moi, j'y crois pas une seconde, mais la question est quand même posée. Et la question qui, moi, m'intéresse plus, c'est qu'est-ce que l'IA nous fait déjà dans notre façon d'apprendre, d'être les uns avec les autres, de travailler, de communiquer, d'interagir. Est-ce que, finalement, autrui n'est pas en train de s'absenter, puisque la plupart de nos communications sont maintenant médiatisées par des machines, téléphones ou autres, et rencontres directes, physiques, étant moins nombreuses qu'autrefois. Je suis très surpris, moi, que mes étudiants confient leur vie amoureuse à des algorithmes. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est-à-dire que le projet précède la rencontre, et ils décident sur les sites de rencontre qui ils veulent rencontrer avant même d'avoir rencontré quiconque. Bon, ils draguent plus, quoi. Enfin, c'est quand même assez dommage. Vous disiez, ou plutôt vous citiez Bill Gates, qui dit qu'il n'y a pas de limite supérieure à ce qu'elles peuvent faire. Je suis pas d'accord. Il y a une limite, c'est l'énergie. Quand on dit le silicium bat le neurone, par exemple, quand on dit un algorithme, AlphaGo en l'occurrence, a bâti le champion du monde d'échecs, oui, quand on regarde les résultats de la partie, ma puissance égale, le joueur humain est bien plus performant que la machine. Le cerveau humain, c'est 30 watts. Vous savez, notre corps consomme 100 watts d'énergie, de puissance, pardon, en permanence, qui nous sont fournis par l'alimentation. Sur ces 100 watts pour le corps, il y en a 30 qui sont dévolus au cerveau. Qu'on travaille ou pas, d'ailleurs, c'est à peu près la même puissance. Quand on réfléchit, c'est un tout petit peu plus. Ça dépend des gens. Alors que l'algorithme qui a battu le champion du monde d'échecs, c'est des mégawatts. ChatGPT, à chaque fois que vous l'interrogez, consomme une énergie électrique colossale, 10 fois plus grande que celle que vous consommez en interrogeant simplement Google. Et aujourd'hui, ça serait un peu technique de rentrer dans les détails, mais on est en train d'atteindre les limites de la loi de Moore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas miniaturiser davantage les composants, alors qu'on l'a fait depuis la Seconde Guerre mondiale, de sorte que la consommation d'énergie électrique liée au numérique, à l'automatique, à l'informatique et à l'IA aujourd'hui, cette consommation a augmenté, mais elle a augmenté pas en proportion des usages, grâce au progrès technique. Alors que maintenant, on atteint la limite et bientôt, la consommation d'énergie électrique va croître en proportion des usages. Ça va être monstrueux. C'est pour ça qu'il y a des appels à la sobriété, etc. L'IA, je ne sais pas comment on va pouvoir lui donner l'énergie qu'elle réclame. Vous parliez de l'exemple des chats et des chiens. Ben oui, vous voyez 5 chiens, c'est bon, 5 chats, c'est bon, vous faites la différence. L'IA, il faut lui montrer des millions de chiens, des millions de chats, pour qu'elle finisse par ne pas se tromper. Donc il y a cet aspect d'énergie qui est très peu souvent évoqué parce qu'il est gênant. Si on reste à la seule France, et si la consommation d'énergie croît comme on pense qu'elle va croître du fait de l'usage de l'IA, il va falloir construire des centrales nucléaires en très grand nombre. Ensuite, il y a une ambiguïté, je trouve, parce que, je l'ai dit, le mot intelligence, c'est le mot anglais, mais on fait comme si c'était la même intelligence qu'en français. Par exemple, en 2024, au mois d'octobre, vous avez entendu comme moi qu'on a remis le prix Nobel de physique à Geoffrey Hinton et John Hopfield, qui ne sont pas physiciens. Hein, c'est la première fois dans l'histoire qu'on remet le prix Nobel de physique à des non-physiciens. C'est des gens qui ont inventé les réseaux de neurones artificiels pour l'un, l'apprentissage profond pour l'autre, c'est-à-dire ont été des pionniers de l'IA. Ça a été très mal vécu dans les labos. Hein. Parce que ou bien ça veut dire qu'on n'a pas sous la main de physiciens aujourd'hui vivants qui mériteraient le prix Nobel, ou bien ça veut dire qu'on pense que l'IA va pouvoir faire de la physique mieux que les physiciens. Il y a d'ailleurs eu en 2008 un article qui a fait beaucoup parler de lui dans les universités, dans les grandes écoles d'ingénieurs, écrit par un monsieur qui s'appelle Chris Anderson, qui expliquait que bientôt on n'aurait plus besoin de physiciens théoriciens. Que finalement les machines alimentées par des données pertinentes permettront de mieux connaître le réel que les théories physiques. Ça a créé un débat des anciens et des modernes dans les écoles. Moi, je faisais partie des vieux, et je disais, mais non, les théories physiques révèlent plus le réel que les données.
Je prenais l'exemple de la physique quantique, qui a été mise sur pied dans les années 1920-1930. Et les équations de la physique quantique ont permis de prédire l'existence d'entités réelles qu'on a pu détecter, donc mettre dans les données, parce que la théorie les réclamait. Le boson de Higgs, les quarks, pareil pour la relativité générale d'Einstein, 1915. Qu'est-ce que Einstein savait de l'univers en 1915? Rien. On ne savait pas que l'univers était en expansion, on ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent, on n'avait pas encore découvert les forces nucléaires, on ne savait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Il écrit les équations d'Einstein qu'on utilise aujourd'hui quand on fait de la cosmologie. Et ces équations ont permis de prédire des objets comme les trous noirs, les ondes gravitationnelles qu'on a détectés. Et donc mon argument, c'était que la théorie est un treuil ontologique. La théorie permet de faire advenir à notre connaissance des choses qui ne sont pas dans les données. Évidemment, ce sont les jeunes qui ont gagné, et donc on a supprimé des heures de physique, et on a remplacé ces heures abandonnées par des cours d'algorithmique, de langage de programmation. Mes étudiants parlent Python à table, d'accord ? Et aujourd'hui, ChatGPT code mieux que les étudiants. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours écouter les vieux. Juste une chose. Regardez comment est née la physique moderne. Au XVIIe siècle avec Galilée. Galilée, il comprend que le monde dans lequel on vit, le monde c'est la Terre, l'atmosphère, on n'est pas dans le vide, on voit le ciel depuis la Terre. Galilée comprend que ce monde est tellement particulier par rapport à l'univers qu'il nous trompe. Nous sommes dupes de ce que nous montre le monde dans lequel nous sommes. Par exemple, si je laisse tomber des objets de masse différente, je vois que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. C'est ce que je vois. J'en déduis que plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Mais c'est faux. C'est faux. Ça n'est vrai que parce que les corps dans notre monde tombent ailleurs que dans le vide. Pareil, si je veux faire du vélo, je suis obligé d'exercer une force sur mon vélo. Et s'il n'y a pas de force, mon vélo s'arrête. C'est ça l'expérience que j'ai du mouvement dans notre monde. Galilée dit non. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Va en ligne droite, à vitesse constante. Pas besoin de pédaler. Autrement dit, les lois physiques, même celles de la physique classique, elles disent le contraire de ce qu'on ressent physiquement et intellectuellement dans notre monde. Et je parle même pas du principe de relativité énoncé par Galilée, qui dit le mouvement est comme rien. Le mouvement est comme rien. Alors pourquoi on paye les billets de train? D'ailleurs, je sais que les contrôleurs de la SNCF, ils sont formés à ça. Parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui leur ont dit, monsieur le contrôleur, depuis que j'ai appris le principe de relativité de Galilée, le mouvement est comme rien, je refuse de payer mes billets. Mais la deuxième partie de la phrase de Galilée, c'est et l'immobilité est un mouvement partagé. Donc là, on est immobile les uns par rapport aux autres, mais en fait, on se déplace par rapport au Soleil à très grande vitesse. On est simplement dans le même référentiel, et c'est ça qui crée l'impression que nous avons d'être immobile. Et donc, quand quelqu'un se fait prendre par un contrôleur sans avoir de billet, le contrôleur récite la deuxième partie de la phrase, l'immobilité est un mouvement partagé, donc vous payez. Donc, regardez, maintenant, imaginez que vous laissiez tomber dans l'atmosphère toutes sortes de corps de masses différentes, de formes différentes, de densités différentes, dans toutes les conditions météorologiques possibles, du vent, pas de vent, de la pluie, etc. Vous enregistrez les données. Vitesse, position, trajectoire, accélération, vous avez tout. Ensuite, vous dites à l'algorithme, imaginons maintenant qu'on laisse tomber un corps de telle forme, de telle densité, de telle hauteur, dans telles conditions météorologiques. Évidemment, l'algorithme va calculer la bonne trajectoire du corps en disant exactement comment il tomberait si vous le lâchiez. Mais l'algorithme, jusqu'à preuve du contraire, sera incapable de dire si les corps en question tombaient dans le vide, ils tomberaient tous en ligne droite à la même vitesse.
Donc l'IA, pour l'instant, est incapable d'inférer à partir des données ce que Galilée a compris sans données. C'est ça le point qui était l'argumentation qu'on avait développée à Centrale pour essayer de convaincre de garder les cours de physique, c'est que la physique, elle est née sans données. Quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il n'a pas de données. Puisque quand on fait tomber des corps de masse différentes, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Il n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise, qui aurait démontré que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Quand Dirac, Heisenberg, Schrödinger écrivent les équations de la mécanique quantique, qu'est-ce qu'ils ont comme données? À l'époque, on connaît le proton, l'électron, même pas le neutron. On ne sait rien des interactions nucléaires. On ne sait même pas qu'elles existent. Mais par une sorte d'effort d'abstraction, ils mettent sur pied des concepts qui vont avoir une efficacité opératoire incroyable en faisant des expériences de pensée. Et une expérience de pensée, c'est une expérience que vous faites par la pensée sans tenir compte des données. Est-ce que vous savez comment Galilée a démontré que dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse? Il l'a fait sans faire d'expérience, mais en réfléchissant, en disant, supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Ça, c'est l'hypothèse. Je prends une grosse pierre. À côté, je pose une petite pierre. Je les relie par une ficelle. Je fais un système qui est plus lourd que la grosse pierre. J'imagine que je laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur. Que dit Aristote? Aristote dit c'est plus lourd que la grosse pierre, donc ça va tomber plus vite. Oui, mais pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Et donc freiner la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber moins vite. Donc simplement en réfléchissant, en posant une question contrefactuelle, qu'est-ce qui se passerait si Galilée a compris que la loi d'Aristote ne pouvait pas être vraie, puisqu'elle implique que ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Autrement dit, la première loi de la physique moderne est une loi qui contredit l'observation des phénomènes que pourtant elle explique. Et juste pour finir, parce que je vois Antoine qui... Non, Si, je le sens. Non. Non, mais c'est les hommes de radio, c'est comme ça. Oui, mais je voudrais... non, mais justement, puisque vous me donnez l'occasion. Non, c'était juste une question, parce qu'on est prêt à vous suivre sur la supériorité de l'esprit du physicien, théoricien, tout ça, mais il vous a échappé un mot. Spiritualité. Pour l'instant. Pour l'instant. Qui nous a un peu tous inquiétés, quoi. Peut-être que vous pourriez nous rassurer sur ce pour l'instant. Sur le fait que, oui, ben, moi je ne connais pas la suite de l'histoire, mais je doute qu'une machine puisse avoir une conscience d'elle-même. Vous coupez le courant, tout disparaît. Donc une conscience qui est dépendante d'une prise électrique, j'ai un peu de mal à concevoir qu'elle puisse exister. Et la conscience de soi, c'est-à-dire dire je pense, je suis conscient d'être moi, et je suis conscient que le moi que je suis pense, je ne crois pas que ce soit une affaire de semi-conducteurs et de fils électriques. Enfin, en fait, il faudrait que les neurosciences nous expliquent ce qu'est la conscience. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas même réussi à extraire l'idée de conscience de l'idée même d'activité cérébrale. C'est pas parce que vous observez l'activité du cerveau, du neurone et des synapses, que vous pouvez prétendre comprendre la conscience, notamment la conscience de soi. Autrement dit, la question est-ce que la vie, la conscience, bénéficie ou pas d'une extraterritorialité par rapport au substrat matériel dont elles sont issues, ou qui les portent? Moi, j'en sais rien. J'ai un petit doute. D'accord? L'activité du cerveau, on peut la mesurer, l'observer, mais c'est pas l'activité électrique qu'on voit se déployer dans le cerveau qui permet de comprendre la conscience. Et donc, moi, je pense que c'est une question ouverte, et j'ai un peu de mal, je le répète, à penser que une machine puisse être consciente d'elle-même. ChatGPT n'est pas conscient, c'est nous qui projetons l'idée qu'il est, parce qu'il semble être humain dans ses façons de répondre, mais c'est nous qui projetons ce qu'on appelle l'effet ELISA. L'effet ELISA, c'est le nom qu'a donné à ce phénomène un ingénieur d'IBM en 56. Il avait conçu une machine rudimentaire, on lui donnait une phrase, et la machine se contentait de transformer la phrase en question qu'elle adressait à la personne qui était devant la machine, avec une voix artificielle. Il avait remarqué que les gens
entendant une voix artificielle s'adressant à eux, avaient des émotions. Comme si c'était une véritable personne qui leur parlait. Voilà. C'est ça l'effet ELISA, c'est une projection. Et sans que les machines vont pouvoir manifester de l'empathie et même nous faire du bien, mais elles n'auront pas d'empathie. Mais on aura l'impression que, effectivement, dans mon labo, on travaille sur un projet éthique. Il y a des machines qui peuvent en effet détecter, en observant dans une salle, les émotions des gens, avec une efficacité, une précision plus grande que les humains. Et donc, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça dans une entreprise pour voir si les gens se sentent bien, pour voir s'il n'y a pas de discrimination? Est-ce que les deux gens doivent être au courant d'observer ou pas? Enfin, c'est des questions éthiques quasiment impossibles à résoudre, hein, parce qu'elles dépendent de systèmes de valeurs qui ne sont pas les mêmes partout. Mais, puisque vous m'avez interrogé au début sur la spiritualité, mot que je n'ai pas prononcé, j'embarrasse de mots, parce que je l'utilise jamais. La spiritualité, ça a une connotation religieuse, a priori, donc moi, ça me paraît être une notion assez floue. Je préfère prendre un terme souvent utilisé par Paul Valéry, qui est un de mes héros, qui est la vie de l'esprit. Voilà. Donc la question que je vais poser à ma façon, c'est qu'est-ce que l'IA fait à la vie de l'esprit? Voilà. Et là, je vois des choses. Il y a des choses qui sont inquiétantes, des choses qui sont encourageantes. Par exemple, le fait qu'on délègue aux machines de plus en plus de tâches risque de démuscler nos cerveaux, nos capacités de calcul. Je suis très étonné, par exemple, que les jeunes gens d'aujourd'hui, les jeunes filles que j'ai comme étudiants, ils ont 22, 23 ans, ils sont nés dans un monde numérique. Depuis qu'ils écrivent sur des téléphones ou des machines, il y a des correcteurs d'orthographe qui signalent les fautes qu'ils font. Moi, on m'aurait dit ça à l'avant, je me dis, ils vont tous parler et écrire sans aucune faute d'orthographe. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils délèguent la rigueur à la machine. Et la machine réagit tellement vite qu'ils n'apprennent pas les corrections que la machine leur indique. Et c'est comme ça qu'à Centrale, on a été obligé de cesser de donner des devoirs à la maison, puisque une année, on a eu des paquets de copies, 0 faute d'orthographe. On s'est dit, on n'a jamais vu ça. Et c'est là qu'on a compris que tout avait été fait par ChatGPT. Alors maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on va réagir collectivement? Je vais prendre une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a inventé la photographie. Le daguerréotype d'abord, puis la photographie. Et assez rapidement, les artistes peintres, qui faisaient des portraits et des paysages, ont senti une concurrence technique. Il y a même eu, ça a été étudié par François Julien, des sortes de mouvements de panique. Ils se sont sentis menacés par une concurrence trop forte, mis au chômage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé l'abstraction. Et l'abstraction, la machine ne peut pas l'imiter. Et donc, ils ont échappé à cette concurrence par une sorte d'effort d'imagination. Et donc, la question, c'est un peu celle que posait tout à l'heure Serge Abitboul, c'est-à-dire, est-ce que cette concurrence de l'IA, qui n'est pas une concurrence directe, j'insiste, va provoquer chez nous un essor de l'esprit, c'est-à-dire va nous pousser à mieux développer nos capacités proprement humaines, ou est-ce qu'elle va nous abêtir? Moi, j'ai une grande angoisse, je terminerai là-dessus, qui vient du fait qu'à l'Académie des technologies à laquelle j'appartiens, on vient de publier un rapport après une année d'audition de spécialistes de divers champs, qui s'appelle IA générative et désinformation. Et la chose qui m'inquiète, c'est que l'IA, je vous l'ai dit, ne sait pas distinguer le vrai du faux, et c'est un instrument de manipulation des opinions publiques qui est extrêmement puissant par le fait, notamment, que dans beaucoup de situations, notre cerveau préfère le faux au vrai. Les fausses informations sont plus diffusées que les vraies, etc. Et moi, je me demande quelle société on fabrique quand il y a une sorte de concaténation qui se produit
entre la liberté et la vérité. Finalement, dans le monde numérique, toutes les thèses coexistent. Et votre cerveau, il doit choisir dans cette confusion générale l'idée, l'information, la nouvelle, le commentaire, la connaissance qui lui convient. Et donc chacun est libre de décider ce qui est vrai pour lui. Voilà. Et ça m'inquiète beaucoup. Je me demande si c'est tenable de mettre la liberté très au-dessus de la vérité. Merci. Sans avoir recours à l'intelligence artificielle, j'ai pu percevoir que sur les visages de l'Assemblée, nous étions vraiment passionnés, captivés par tout ce que vous nous avez dit, et ça nous a vraiment fait poser un grand nombre de questions, et peut-être que le Rav Sadine va pouvoir nous donner des réponses, ou au moins d'autres questions. Vous savez que le Talmud est fait de questions, plus que de réponses. Et vous connaissez la blague dans Rabbi Jacob, quand un juif te pose une question, réponds-lui par une question. Donc, on va voir. Mais en tous les cas, c'est intéressant de voir, après avoir entendu le professeur Klein et Serge Abitbol, que quand on écoute le discours des scientifiques, il y a vraiment deux discours, deux types de discours. L'un qui est, est-ce que un jour l'IA arrivera à un niveau où il surpassera les humains en toutes choses? Pour toutes les activités cognitives, il sera supérieur. Et est-ce qu'il y aura l'émergence d'une conscience de la machine d'elle-même? Certains disent que ce n'est plus une question de si, mais c'est une question de quand, dont des très grands intellectuels comme Daniel Dennett et d'autres, Altman, qui pensent véritablement que il n'y a aucune raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, que la machine n'arrive pas à un moment donné à surpasser l'homme, comme elle l'a déjà fait dans plein de domaines, elle continuera à le faire, c'est qu'une question de temps. Et d'autres le pensent que c'est du fantasme, que bien entendu, jamais la conscience... Alors il faut se poser la question, pourquoi? Et ces deux discours, d'ailleurs, renvoient à une contradiction qu'on peut tous, je pense, ressentir, où d'un côté, il y a un désir énorme de pousser cette recherche de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi une peur, avec des fantasmes, de prise de... Certains parlent même que la machine va prendre le pouvoir, destruction de l'humanité, et c'est pas des fous qui disent ça, c'est des prix Nobel. Un prix Nobel dit le danger est là imminent, la machine pourrait détruire l'humanité. Donc on a vraiment, mais avant d'en arriver à ces scénarios de science-fiction, moi je vois personnellement, avant d'essayer de rentrer dans le vif du sujet, des dangers immédiats. Non seulement la puissance prédictive de la machine est tellement forte qu'elle se trompe pas, mais elle est aussi prescriptive. C'est-à-dire qu'elle nous dit quoi faire. Moi, chaque fois avec ma femme, quand je suis en voiture, nous ne disputons pas parce que nous nous aimons beaucoup, mais je veux pas écouter Waze, il m'énerve. Et donc très souvent à tort, il me dit c'est plus une question d'aider l'homme, c'est qu'on prend les décisions à notre place. Et là, on est dans un moment où la liberté peut-être est menacée. Vous n'avez pas la liberté. Je pense qu'elle est aussi menacée, cette liberté. C'est pas simplement la liberté au-dessus de la vérité. Cette liberté au-dessus de la vérité, c'est la liberté de l'opinion, qui était déjà condamnée par Platon, qui est en vérité la pire des aliénations, puisqu'on n'est pas confronté, on ne se mesure pas au vrai savoir. Et c'est pareil pour les prises de décision, qui vont être de plus en plus prises par la machine. Et ce pouvoir prescriptif nous rend esclaves. Et j'ai l'impression qu'on est en train de construire un Dieu qui est notre esclave, ou un esclave qui est notre Dieu, qui est la définition même de l'idolâtrie d'après la Torah. C'est ça qui est intéressant. Il y a déjà 3000 ans, la Torah nous dit, c'est quoi l'idolâtrie? C'est de créer une divinité à ton service, mais dont tu es aussi complètement esclave. Ça veut dire que, est-ce que ça serait l'idolâtrie moderne? Ce qui m'inquiète aussi beaucoup, bien sûr, c'est la façon dont l'intelligence artificielle est elle-même construite, puisqu'elle est basée sur des millions, peut-être même des milliards de données, qui, par définition, favorisent, et vous me contredirez si j'ai tort, la pensée dominante, la pensée majoritaire. Or, penser, c'est toujours être dans une sorte de résistance intellectuelle, idéologique par rapport à la pensée dominante. Et j'ai l'impression que le discours presque plat, introduit dans nos consciences à nous comme un effet de miroir, sans parler des algorithmes qui savent reconnaître ce que vous désirez et qui vous donnent un miroir digital de vos désirs par rapport à ce que vous avez déjà commandé sur Internet, c'est affreux. On réduit l'homme à sa peau, à son extériorité.
C'est ça qui me ferait plutôt peur, plus qu'autre chose. Mais ce qui me fait peur encore beaucoup plus profondément, et ça je pense que peut-être que M. Abitbol ne sera pas d'accord, j'ai l'impression qu'il y a une opacité, en tous les cas, des choses qu'on ne peut pas comprendre bientôt, quelque chose qui nous échappe, et parce que se développe à une telle vitesse l'intelligence artificielle qu'il y a une forme d'intelligence, et là je ne serais peut-être pas d'accord avec le professeur Klein, parce que je pense que l'intelligence peut exister différemment de l'homme, elle va exister. Et cette intelligence différente, on ne peut plus la domestiquer puisque des décisions sont prises sans comprendre comment elles ont été prises, on les accepte. Il y a des exemples, par exemple, dans un tribunal aux États-Unis, dans le Wisconsin, où un détenu, un prévenu, a été condamné à une très très lourde peine de prison, et on lui a demandé pourquoi, il est incapable d'expliquer pourquoi. La machine, les données sont tellement complexes, vous avez tellement bien réussi votre coup à faire une intelligence artificielle qui est tellement complexe qu'elle n'est plus capable de nous expliquer la décision qu'elle prend. Même si cette décision est basée sur quelque chose de très fort. La machine avait vu encore que ce prévenu était un danger pour la société, donc normalement un juge lui aurait donné 5 ans, il lui a donné 30 ans. Mais c'est kafkaïen, vous vous rendez compte? Vous êtes condamné à quelque chose sans qu'on pourrait expliquer pourquoi. Et on dépend donc d'une sorte de divinité digitale qui décide à notre place, à la place de l'homme, que cet homme doit passer 30 ans en prison. Alors, je ne dirai jamais, moi, par contre, que la machine n'arrivera jamais à faire ce que l'homme peut faire. J'ai depuis quelques années des échanges de mails avec une personne que je ne connaissais pas, qui est un chercheur de neurosciences au Canada, qui était issu d'une famille très religieuse, qui est devenue laïque complètement, et il est passionné par cette discussion que nous avons. À un moment donné, il m'envoie un poème. Et le poème est magnifique. Et je lui dis, tu sais, ce poème est tellement beau que c'est la preuve que tu as une âme. Tu ne pourrais pas... Et il m'a bien eu, parce qu'il me dit, oui, c'est le IA qui a écrit le poème. Donc vous voyez, donc on arrive... Alors, en poésie, oui, en humour, non. Je pense qu'il y a quelque chose qui est réfractaire à IA, c'est l'humour. J'ai jamais vu l'humour, j'ai l'impression que l'humour, on est encore les juifs très forts. On reste supérieur. Hein. Peut-être parce qu'il y a encore une marge. Il y a encore une marge de progrès. Mais encore une fois, je pense que, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que la machine, l'IA, arrivera à dépasser l'homme en toute activité cognitive à un moment donné. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, quand on parle de l'émergence de la conscience, je pense que il faut avant tout essayer de raisonner simplement que cela dépend d'une question qui, d'après moi, est la question fondamentale. Si on voulait subsumer, c'est-à-dire réduire toutes les discussions que nous avons, nous, en tant qu'hommes de Torah, avec des philosophes et des scientifiques, on pourrait subsumer toutes les discussions à une seule et unique discussion, et là, Étienne Klein va nous répondre sûrement, qui est, est-ce que l'esprit est avant la matière ou la matière avant l'esprit? Je considère que c'est vraiment la question. Certains pensent, beaucoup de scientifiques, physiciens notamment, considèrent que nous sommes les enfants de la poussière des étoiles, et que, voilà, avant il y a l'énergie, tout le monde connaît le scénario, l'énergie en son refroidissement fait le premier atome, qui fait la première loi de la gravitation universelle, qui fait la Terre fait le minéral fait le végétal crée l'animal, on ne sait pas trop comment, mais on sait que ça marche, et qu'un animal crée l'homme, et l'homme, à un moment donné, par une fulgurance, crée de la pensée, de la parole, et va créer de la spiritualité. Au bout de la pyramide, vous avez Dieu. Dans cette vision, à l'origine, il n'y a que matière, d'accord? La sophistication de la matière par le temps, qui est devenu le nouveau dieu idéologique, ça vient, on vous transforme une carotte en éléphant et un éléphant en homme, parce que le temps, bon d'accord, je dis pas que c'est faux, c'est possible, logiquement possible. Mais dans ce cas-là, si c'est vrai, et je trouve qu'il y a une contradiction chez beaucoup de scientifiques, donc ça veut dire, comme certains grands physiciens et grands philosophes le pensent, que la conscience est une illusion. Comme vous l'avez dit très bien, personne ne peut vraiment définir ce que la confiance. La conscience. La conscience, pour Danette, par exemple, c'est qu'une interface pour nous faciliter l'accès à des systèmes très complexes, neuronales. Et donc, si tout vient de la matière et que la matière a pu produire de la conscience, je ne vois pas pourquoi l'ordinateur, à un moment donné, qui est de la matière, ne produirait pas de la conscience. Mais si on dit effectivement qu'il y a de l'esprit avant la matière, et c'est ce que la Torah dit, c'est un klaber haïta ve baraïta alma.
Dieu a créé la Torah avant le monde. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais vous poser, mais plus tard, peut-être quand je vous dis certaines physiques, je suis passionné par la physique, en n'étant absolument pas un physicien, je n'y connais pas grand-chose, mais quand on dit, par exemple, qu'au début de l'univers, il y a des lois qui ordonnent comment la matière s'auto-organise, et qu'on dit en même temps que les lois viennent de la matière, je ne comprends pas, c'est quelque chose d'illogique. On a presque la façon de dire qu'il y avait des lois avant pour que la matière puisse s'auto-organiser selon ses lois. À moins qu'on dise que les lois, c'est simultané peut-être. La matière crée ses propres lois qui permettent à la matière de se développer peut-être. Mais en tout cas, la Torah nous dit qu'il y a de l'esprit avant la matière. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aurait quelque chose d'irréductible dans l'humain. La matière serait incapable de créer de l'esprit réellement. Et donc, effectivement, il n'y aura jamais de conscience de soi de la machine. Je pense que ces questions fondamentales ne peuvent pas être pensées, parce que ça serait passé à côté véritablement du débat. Et je constate des contradictions énormes chez des scientifiques qui, d'un côté, sont des matérialistes, en pensant qu'il n'y a absolument pas d'esprit avant la matière et que l'esprit n'est que le résultat de la sophistication de la matière, et qui pourtant pensent que l'ordinateur ne pourra jamais avoir de conscience. L'idée qui est aussi très importante, c'est cette idée que vous avez déjà abordée, la différence entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, le IA. Alors certains disent que vous l'avez ça, là aussi je suis assez d'accord, je pense que créativité... Quoique moi j'ai demandé à IA de faire une page de littérature, c'était très mauvais. Très très mauvais. Ça fait quelque chose de convenu... on n'est pas encore très loin, mais ils le feront un jour, c'est évident. Donc, je pense que c'est pas la vraie raison. En tous les cas, la Torah, et j'essaie d'aller dans les sources, la Torah dit que la différence essentielle entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, ça va vous étonner, c'est la notion du corps, ou d'une pensée incarnée. Et là, je vais vous lire un Zohar, qui est le texte mystique du judaïsme, qui dit la chose suivante, qui dit que des rabbinim parlent, des rabbins, des grands sages parlent, et un désir que le penchant, le désir, soit rédimé, qu'il n'existe plus à part le désir sexuel, pour qu'il puisse y avoir reproduction. Et un autre rab lui répond, Chayecha, sur ta vie. On a besoin du désir, même le désir négatif, comme le monde a besoin de pluie. Et le texte continue en disant, Hadvata des Shmaita lol have. S'il n'y avait pas de désir, il n'y aurait pas d'intelligence. C'est incroyable, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. Sans désir, il n'y a pas d'intelligence. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord que une intelligence est une vraie intelligence en situation. Si on n'est pas en situation, on est purement dans le formalisme cognitif, ce n'est pas de la vraie intelligence parce que il n'y a pas de prise de position par rapport au réel. C'est un des pans très importants de l'intelligence juive, notamment dans le Talmud, où le Talmud part toujours de faits concrets d'une situation. Et les idées se doivent d'être développées à partir d'une situation et pas à partir d'une abstraction formaliste, comme en philosophie, par exemple. Parce que le Talmud considère qu'une pensée qui n'est pas incarnée dans une réalité est une pensée qui est enfermée dans son propre formalisme. Et qui ne peut pas aller très loin, en vérité. Le deuxième notion qui est encore plus importante, c'est la notion de désir. Et là, dans les commentaires que les sages plus tard, que dans le Zohar donnent, il dit parce que le désir est infini. Et ce qui permet à la pensée d'atteindre ce niveau d'infini, c'est quand le désir est lui-même une échelle sur laquelle l'esprit va s'élever. Et donc on a un rapport très profond entre le fait d'avoir une pensée incarnée. Il faut penser pour sauver sa peau, quelque part. Il faut avoir une peau pour sauver sa peau. J'avais un très grand rab, une fois j'avais un ami qui était très intelligent, qui parlait toute la journée de Torah, mais qui ne pratiquait pratiquement pas. Et j'en avais un autre qui était très religieux et qui ne comprenait rien. Et ça m'avait beaucoup perturbé. J'étais très jeune, et j'ai vu un très grand rab, Rav Eman, pour ne pas le citer, et je lui dis, écoute, c'est quand même bizarre, celui-là, il comprend tout, il fait rien, l'autre, il comprend rien, il fait tout. Alors, il m'a répondu une fois, j'ai jamais oublié, hein, j'avais 18 ans, il m'a dit, parce que tu comprends pas, il m'a dit, le premier prend la vérité comme un jeu, ça vaut rien du tout. L'autre, c'est une vérité qui l'oblige.
Et il dit, la seule vérité qui vaut le coup, c'est une vérité qui t'oblige. Si tu n'es pas capable de prendre le risque de mourir pour une idée, c'est que tu ne penses pas vraiment. La notion d'idée, et alors jamais une machine, là ça je rejoins complètement le professeur Klein, je pense, une machine n'a aucun risque à prendre. Et elle est donc dans une sorte de banalité du mal à la Arendt, elle dit les choses parce que, voilà, si elle s'est trompée dans le jugement, il n'y a pas de responsabilité. Une pensée sans responsabilité, est-ce qu'elle a la dignité d'une pensée? Je ne crois pas. Alors, on pourra toujours faire des algorithmes qui font semblant qu'elle a. Alors là, par contre, ça sera effectivement de l'illusion sur l'illusion. Donc, cette notion de responsabilité, elle est essentielle. Et donc, je pense que, au plus profond, il y a une différence énorme, et vous me direz si je me trompe, entre choisir et décider. Je pense que la choisir, c'est quelque chose qui nous ramène au nœud subjectif, à quelque chose qui nous engage parce que nous choisissons. Or que décider, une machine peut décider, mais est-ce qu'elle peut choisir? Je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas choisir si on n'est pas en lien avec quelque chose qui engage notre individualité, notre âme. Et je vais vous donner, par exemple, quelque chose qu'on trouve dans le Talmud. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous, je pense, le dilemme du tramway. Vous avez entendu parler du dilemme du tramway? Bon, vous avez un tramway qui va tout droit. Il va tuer 5 personnes. Ça s'est bloqué les freins. Alors pour le sauver, je suis allé à la droite. Mais si je vais à droite, je tue une personne. Un tramway qui va tout droit. Les freins ont sauté. Il va tuer 5 personnes si je continue tout droit. Par contre, le volant est encore valable. Donc si je vais à droite, je tue une personne. Est-ce que je laisse aller tout droit sans rien faire, ou est-ce que je vais à droite pour tuer une personne au lieu de 5? Demandez à IA, il vous dira, vous tournez à droite et vous tuez une personne. Demandez au Talmud, absolument interdit. Pourquoi? Parce que quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la logique, qui est de l'ordre de l'éthique profonde. Ça veut dire, il est écrit, c'est vrai que ça a l'air absurde, dans la Gemara, il est écrit que si une ville est entourée par des ennemis, qu'il demande une seule personne pour épargner la ville et que pour ne pas tuer les 10 000 habitants, on ne donne pas à la personne. On prend le risque, et même presque la certitude, que 10 000 personnes soient massacrées. Parce que la fidélité à une idée de ne pas compromettre la dignité humaine en livrant un innocent à la mort pour sauver ta vie est plus importante que la logique. Et là, on tombe dans quelque chose de purement humain, qui d'après moi, est très difficilement projetable dans la machine. Il y a une autre idée qui est vertigineuse. Dans le Talmud, à un moment donné, un rabbin rencontre un ange. Vous savez bien, c'est normal, c'est un rabbin. Moi, je vis avec un ange toute la journée, c'est ma femme, mais j'ai pas encore rencontré d'ange. Donc, il rencontre l'ange et il dit, voilà, il y a une discussion entre deux rabbins, enfin, en réalité, c'était Eliyahu Hanavi, entre deux rabbins, qui a raison? Et on parle de choses factuelles, Et il dit, Elou divrei Elokim chaim. Alors là, je pense que les scientifiques vont me frapper dans 2 minutes, ils disent, le Talmud nous dit, ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire, 2 choses sont contradictoires, les 2 sont vraies. Ça, je pense que si vous mettez ça dans l'IA, elle implose. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une possibilité de contradiction logique, parce que logiquement, ça ne peut pas être possible que les 2 soient vrais. Et on te dit, oui, les 2 sont vrais. Alors, j'ai pas le temps ici, on en fera peut-être après, parce que je veux pas. Et une autre discussion encore plus forte, c'est qu'à un moment donné, les sages d'Israël discutent entre eux, un rabbin, Rabbi Eliezer, contre tous les autres. Et à un moment donné, Dieu intervient et dit, qu'est-ce que vous avez laissé tomber? C'est Rabbi Eliezer qui a raison. Et tous les sages d'Israël disent, non, la Torah n'est plus au ciel. Tu nous l'as donnée, c'est à partir du tribunal terrestre que nous allons décider ce qui est vrai et faux. Et Dieu, au lieu de s'énerver, il dit, ils m'ont vaincu, mes enfants, ils m'ont vaincu. Et certains disent, ils m'ont rendu éternel, mes enfants. Et donc, il y a la possibilité d'une parole humaine, qui est le reflet de la parole de Dieu à partir du nœud subjectif, qui devient le lieu même de la révélation. Le lieu même d'une vérité qui est inouïe, qui est nouvelle, radicalement nouvelle. Et je ne veux pas réduire l'IA à juste quelque chose qui serait la compilation de données. Je suis tout à fait conscient que l'IA générative, surtout, va pouvoir innover. Mais est-ce qu'elle peut, et je finis avec ça, je sens aussi, moi, les vibrations. Non, pas du tout, vous avez encore 5 minutes. 5 minutes. Alors, très bien. Alors, je sais très bien que
Mais là, il faut se poser une dernière question métaphysique. D'où vient la connaissance? Dans la Torah, je vous donne la proposition de la Torah, bien sûr. Le fait, vous connaissez tous Jean-Paul Sartre, j'imagine. Jean-Paul Sartre disait l'existence précède l'essence. Les gens n'ont pas très bien compris ce qu'il disait. Il disait pas du tout qu'il faut exister pour arriver à l'essence. Il disait que l'essence, c'est-à-dire le concept, ne peut jaillir qu'à partir de l'existence étymologiquement extens, sortir du stance. C'est-à-dire que c'est parce que l'homme s'arrache de la matière, qui n'est pas déterminé, enfermé dans la matière, qu'il peut arriver au concept. C'est une idée géniale, je trouve, personnellement. C'est l'existentialiste, d'accord, mais c'est une idée géniale, et une idée qui est déjà donnée par la Torah, je vais vous dire où. C'est que nous avons cette idée que penser, c'est par définition s'affranchir du déterminisme matériel. C'est, même s'il était complètement athée, du moins jusqu'à avant qu'il ait rencontré Benny Lévy à la fin de sa vie, mais il était complètement athée, il disait qu'il y a une expérience de sortir du stance pour pouvoir penser. Sinon, on ne pense pas. D'accord? Il s'arrête là. Mais moi, je pose une question à Jean-Paul Sartre, qui n'est plus là pour nous répondre, donc c'est facile. Comment se fait-il que l'homme sort du stance et que les objets ne sortent pas du stance? Comment se fait-il que nous pensons, nous pouvons conceptualiser, les animaux ont une certaine forme de pensée, mais ils ne peuvent pas conceptualiser. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut formaliser un arrachement à la matière? Eh bien, la Torah dit c'est la révélation. Ça veut dire la révélation au sens large. Ça veut dire le fait que l'homme est frappé par un ailleurs, qu'il est frappé par une lumière qui l'éveille, qui dédouble son hispéité, c'est-à-dire qu'il sort de sa somnolence ontologique. Réfléchir, c'est toujours, réfléchir vraiment, je veux dire, c'est toujours être en relation avec quelque chose qui est transcendant, même si on ne croit pas en Dieu. Je ne parle pas ici de religion. C'est pour ça que je pense que spiritualité et religion, c'est pas du tout la même chose. Religion, c'est quelque chose qui est instrumentalisé par le social, comme un des éléments généraux de la société. Spiritualité, c'est cette part dans l'homme qui fait qu'il n'est pas que ce qu'il est, et qu'il peut résonner autant comme un violon résonne, avec une dimension du sens qui l'excède. D'ailleurs, le mot en hébreu, comment on dit homme en hébreu? Adam, c'est une anagramme de quoi, Adam? De quoi, quelqu'un sait? Méod, excès. L'homme, l'essence de l'homme, c'est la définition même du Talmud. Être homme, c'est être concerné par un ailleurs. Si tu n'es que ce que tu es, si tu n'es limité qu'à tes besoins, même si c'est des besoins qui sont intellectualisés, si tu n'es que dans la fonction opératoire, utilitaire, tu n'es pas un homme. L'homme résonne avec quelque chose qui le dépasse. Et ce dépassement crée l'intelligence elle-même. C'est parce que, une fois, j'avais une conversation très dure avec en Israël, c'est pas comme ici, hein. En Israël, les débats avec la gauche, enfin, c'est des débats beaucoup plus violents, mais très sympathiques, mais beaucoup plus violents, on va dire ça comme ça, gentiment. Et il m'avait un peu énervé, le professeur, là, et il me dit, moi, vous savez, je suis monsieur le rabbin, je suis athée, je crois pas en Dieu. Je lui dis, vous venez de prouver que Dieu existe. Il n'a pas du tout aimé, mais ce que je voulais dire par là, c'est que si tu peux penser, c'est qu'il y a forcément déjà un écho du spirituel qui te permet de t'arracher à la matière pour penser. Et si on ne croit pas à ça, si on pense que la pensée est inhérente de la matière, alors il faut pas dire que l'intelligence, le IA artificielle ne pourra pas un jour penser et même être spirituelle. Il n'y a aucune raison logique que non. Aucune raison logique que non. Et je finirai juste, vraiment, je finirai, Antoine, avec cette notion, en conclusion, que je veux dire, imaginons, là, je vais être un peu provocateur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des mouvements comme les antispécistes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement très fort aux États-Unis, mais qui commence en France, qui considère qu'il y a que comme il y a eu le racisme, qui était une ségrégation par rapport aux gens de race, et ben les animaux aujourd'hui, on les tue, on les exploite, c'est assourd, c'est absolument interdit parce que il y a aucune différence. Ils posent comme argument, par exemple, qu'il n'y a aucune différence entre qu'un enfant handicapé mental est moins intelligent qu'un singe ou qu'un agneau. Donc, pourquoi tuer un agneau et pas tuer un enfant? On lui dit très fort. L'antispécisme revendique que, et le véganisme étant la pratique de cet antispécisme, c'est-à-dire, on mange pas les animaux, on porte pas de la peau, on n'exploite pas, parce que l'animal a une sensibilité, il souffre,
Il a une intelligence, et donc, de quel nom on les tuerait? En quel nom, de quel droit plutôt on les tuerait? Imaginons demain, et je pense que ça se fera, pas maintenant, pas tout de suite, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va construire des robots, et chacun va commander son épouse ou son époux sur des critères très, très, très spéciaux, physique, beauté, croyance, opinion politique. On va avoir des robots charnels. Il n'y a aucune raison que la science n'arrive pas à ça. Et donc la science va arriver à des robots qui vont être le partenaire idéal. Et nous, les rabbins, on va crier, mais non, c'est pas bien, il faut se marier. Je vais dire, mais je comprends pas, j'ai trouvé la femme idéale. Qu'est-ce que tu me veux, toi, le rabbin? Une femme extraordinaire ou un homme extraordinaire, pourquoi tu peux m'embêter? C'est exactement ce dont je rêve tout le temps. Je trouverai jamais ça dans le réel. Et surtout, quand elle m'embête, je peux l'arrêter de slack, elle s'arrête en plein milieu. C'est génial. C'est génial. Et donc, on va se poser une question de loi, est-ce qu'on aura le droit de tuer ces robots? Est-ce que ça sera un meurtre de les tuer ou pas? Et là, on tombe sur la question qu'on ne pourra pas échapper, et c'est peut-être le renouveau spirituel, sur l'irréductibilité de l'humain face à toute créature matérielle et même vivante. Et c'est ces questions-là qui vont se poser dans les décennies à venir. Bien. Merci beaucoup. Alors, il y a tellement de choses qui ont été dites et tellement de questions posées, et on a beaucoup voyagé grâce à vous. Je ne sais pas trop comment ressaisir ça dans ce petit tour de table qu'on va faire maintenant avant de vous donner la parole. J'ai envie de demander peut-être à Serge Abitboul ce qu'il pense de ce qui a été dit par les deux autres orateurs. Et peut-être juste, vous aviez tiqué à un moment donné quand le Rav Sadine a dit l'intelligence artificielle dans l'épreuve du tramway, elle irait vers celui qui fait le moins de morts. Vous aviez l'air de dire non. Oui, alors là, c'est juste factuel, c'est une question qui se pose. Alors, ça a été posé à des gens qui font des voitures autonomes, et la réponse était, bien sûr, c'est un problème philosophique, et ils ont répondu que la voiture ne choisirait pas. La voiture laisserait l'aléatoire. C'est un choix. Encore une fois, ce qu'il faut ça bien... veut dire quoi? Excusez-moi, elle laisserait l'aléatoire, ça veut dire... C'est-à-dire que la voiture ne déciderait pas de tourner à droite pour tuer quelqu'un ou de continuer. La voiture laisserait les... Oui, donc elle tuerait 5 personnes. La solution de Monsieur le rabbin. Moi, encore une fois, je ne dis pas qu'il y a une solution de l'IA. Il n'y a pas de solution de l'IA. L'IA fera le choix éthique que des humains lui auront demandé de faire. D'accord? Donc, l'IA ne va pas choisir de faire un truc ou un autre. À titre personnel, quand je monte dans un taxi, la première chose que je demande au chauffeur de taxi, c'est si tu as le choix entre tuer 2 personnes ou une personne, qu'est-ce que tu fais? Je monte dans le taxi et je roule. Donc quand je monterai dans une voiture automatique, je ne demanderai probablement pas quel choix éthique il fait. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant, c'est vraiment un détail. La réaction, je pourrais parler très longtemps parce que c'était passionnant tout ce que vous avez raconté tous les deux, et il y a plein de choses sur lesquelles on aimerait réagir, mais j'aimerais revenir sur le fondamental. C'est quelque chose que j'ai dit et je pense que c'est véritablement fondamental. Ce qui est véritablement fondamental, c'est que ce sont des créations humaines et c'est aux humains de décider ce qu'elles font. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, excusez-moi quand même, parce que cette phrase-là que vous dites, soit c'est vrai sur le papier, mais Étienne Klein nous a expliqué tout à l'heure comment savoir que de manière peut-être inconsciente ou indirecte, la machine elle-même ne va pas nous transformer du fait qu'on va croire qu'on a un rapport avec une personne et en fait on ne l'a pas et on s'habitue à un rapport faussé avec l'humain, etc., etc. Donc, est-ce que le choix va rester C'est encore une fois un choix qu'on doit faire collectivement. Il y a une loi, par exemple, qui a l'AI Act qui a été fait en Europe, qui impose des règles aux intelligences artificielles. De toute façon, si on pense que c'est quelque chose qui est bien ou pas, on le fait ou pas. Il y a une des choses qui a été mentionnée, je crois que c'était pas par vous, monsieur le rabbin, c'est le fait de ne pas être explicable. On peut dire que si c'est pas explicable dans certains contextes, on s'en fout. Hein, savoir si j'ai cette pub ou une autre, je m'en fous un peu. Mais si le choix c'est un choix médical et qu'on peut pas expliquer ce choix médical, on peut décider que non, on veut pas de choix médical à cet endroit-là. Et alors d'ailleurs ça me fera boucler sur un autre sujet que je voulais mentionner, mais il y en a encore une fois, il y en a plein d'autres. Il faut pas confondre deux choses. Il faut pas confondre l'IA générative, les IA génératives, avec les IA en général.
Et il ne faut pas confondre les IA d'aujourd'hui avec les IA en devenir. D'accord ? Donc, par exemple, j'ai entendu Monsieur Klein dire ah ben les IA génératives, elles sont pas capables d'expliquer ce qu'elles font, elles sont pas capables de comprendre ce qu'elles font. Oui, elles sont pas capables de comprendre ce qu'elles font parce que c'est des IA génératives qui ont été faites pour ça. Elles ont été faites pour inventer du texte. Elles n'ont pas été faites pour annoncer la vérité. Elles n'ont pas été faites pour résoudre des problèmes. Elles ont été faites pour créer du texte. Alors après, on les regarde, on se dit ah ouais, mais elles racontent du baratin. Ben oui, elles sont faites pour ça. Faut arrêter quoi. Elles sont faites pour raconter du baratin. Donc il ne faut pas attendre autre chose. Et je finirai juste par un exemple pour montrer qu'on peut faire autre chose avec des IA. C'est un truc qui s'appelle Alpha Géométrie, qui a été fait par DeepMind. C'est-à-dire que ça fait dialoguer une IA générative qui invente avec une IA qui vérifie des théorèmes. Et donc on lui donne des problèmes à résoudre. On lui a donné les problèmes des Olympiades de mathématiques, de géométrie. Et on lui dit résoulez. Alors ChatGPT, ou un truc genre ChatGPT, trouve une solution qui est jolie mais complètement idiote. Mais elle n'a pas ce théorème prouveur qui dit bah non, là c'est idiot. Ça revient, puis ça fait des allers-retours, il y a un arbre de recherche, et à la fin, sur 30 programmes de géométrie qui ont été posés aux Olympiades, le système en a résolu 25. Alors on arrête de dire ça fait n'importe quoi. Celle-là, elle était faite pour résoudre des problèmes géométriques. Et elle les a résolus, et c'est exactement ce qu'elle fait, résoudre des problèmes géométriques. Ce qui est plus compliqué, c'est l'IA générale qui serait capable de faire à peu près tout. Ça, aujourd'hui, on n'en est pas là. Et donc là, ça me fait boucler sur le dernier point qui est, il faut arrêter de mélanger donc IA générative et les IA en général, et IA aujourd'hui avec les IA dans 5 ans, dans 10 ans, 50 ans. Quand vous dites que vous avez écrit un texte à votre IA et que le texte était quand même assez médiocre, j'ai fait la même chose que vous. Mais aujourd'hui, ça c'était il y a 1 an. Aujourd'hui, le texte est déjà meilleur. Je vous ai raconté l'histoire sur l'écrivain. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui évolue en permanence et il faut garder en tête que c'est un risque. Donc là, on a entendu énormément d'angoisse, de crainte. Oui, c'est une technologie qui est hyper puissante, donc il faut vraiment pas s'endormir et puis il faut contrôler ce qu'elle fait. Bien sûr, moi je suis aussi inquiet. Si on fait n'importe quoi, on est capable de faire n'importe quoi, d'accord ? On est capable de bousiller la planète avec l'environnement, on est capable d'avoir des bombes atomiques. On peut laisser des IA qui vont faire un peu n'importe quoi. Non, on doit faire des lois, on doit faire des règlements, on doit soi-même éduquer ses enfants et s'éduquer normalement pour ne pas être esclave de cette technologie. Donc encore une fois, je ne suis pas bisounours. Je reconnais qu'il y a des risques. Mais il faut arrêter d'angoisser et dire ces risques, on les prend en main et puis on fait des lois, on fait des règlements et puis on se bouge et on fait que cette nouvelle technologie qui est géniale, on la mette au service de nos valeurs, d'accord ? Et ça, pour moi, c'est indispensable. Alors évidemment, si on se constate de dire ah là là et qu'on fait rien, on va dans le mur, c'est sûr. Étienne Klein, peut-être un mot là-dessus, parce que là vous aviez un discours un peu inquiétant, donc c'est peut-être que ça s'adresse à vous aussi cette manière de dire attention, si on contrôle les choses, tout ira bien, sauf que vous nous dites qu'il y a un risque que le contrôle ne soit plus possible et qu'on soit en quelque sorte débordé par cette intelligence artificielle. Disons qu'il y a une sorte d'opposition entre l'Europe et les États-Unis sur ces questions. En Europe, on est plutôt pour dire qu'il faut légiférer en amont, limiter certains usages ou les interdire pour empêcher certaines dérives, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt en aval. On voit comment les choses se passent et après coup, on essaie de contre-réagir. Et d'une façon générale, l'ingénieur, il sait ce qu'il fait. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Quel sera l'usage que les citoyens feront de l'IA ? Bientôt, il y aura plus de textes produits par les machines dans le monde numérique que de textes produits par des humains. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable que bientôt, il y aura plus de textes écrits par des machines que des textes écrits par des humains. L'humanité n'a jamais connu une telle situation. Donc, alors, c'est pas des textes complètement originaux, parce qu'en fait, si on prend l'exemple de ChatGPT, ChatGPT, c'est du plagiat industriel. Même quand une machine démontre des théorèmes mathématiques, c'est parce que dans ces données, il y a les ingrédients qui lui permettent de le faire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que a dit monsieur le rabbin, qui a dit d'ailleurs parfois une chose et son contraire. Mais
Non, je sais que c'est un compliment pour vous. Mais Je suis sûr que la physique quantique qui dit sur choses contraires a été faite par des juifs, non? oui, mais on voit que parfois vous réduisez la pensée à du calcul. Et les machines dont on parle, elles calculent, c'est tout. ChatGPT, quand il y a ce qu'on appelle un token, c'est une alliance de lettres, regarde dans les données, s'il y a un Q qui apparaît, ben, dans les données, en général, un Q est suivi par un U. Et c'est tout ce que fait ChatGPT, c'est calculer une corrélation maximale. Associer ce calcul de corrélation à de la pensée, au sens humain du terme pensée, je trouve que c'est complètement à côté de la question. Autrement dit, moi je ne doute pas que les capacités de calcul des machines vont augmenter et que les performances qu'elles atteindront à nos yeux, qui les jugeons, seront de plus en plus spectaculaires. Mais je ne vois pas en quoi ce constat futur nous conduirait à considérer qu'elles pensent. Puisque nous ne pensons pas en faisant des calculs. Quand vous dites c'est un chien, alors que un enfant n'en a vu que 5, il est capable, si un 6e apparaît, de dire c'est un chien. C'est pas par le calcul. C'est-à-dire qu'il a fabriqué, à partir de quelques exemples, ce qu'on pourrait appeler le concept de chien, qui n'est pas caractérisé précisément. Et ce concept lui suffit pour reconnaître. Les machines, elle a besoin. Par exemple, les machines ne savent pas reconnaître des vers de terre. Pourquoi? Parce que sur Internet, on ne trouve pas beaucoup de photos de vers de terre. Donc les machines ne sont pas éduquées aux vers de terre. Elles voient des chats, c'est tout. Il n'empêche que la machine absorbe tout ce qui peut être produit, j'allais dire, Oui. dans l'immanence. Et est-ce que ça ne risque pas d'altérer la transcendance? C'est ça la question, finalement. C'est-à-dire de dire que finalement, ça va déborder. Je ne crois pas que la machine soit capable d'inventer, de créer. Elle peut ouvrir des pistes. Et ces pistes sont simplement des pistes qui sont dans les données que nous ne devons pas exploiter. Oui. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que vous inquiétiez la dégradation de l'être humain par rapport à ça. Alors, si ChatGPT produit du faux et l'utilise dans ses données, ou bien si les données sont manipulées, oui. Il y avait quand même vendredi à la Sorbonne un grand colloque sur les ingérences étrangères par l'IA. Donc ça, vous pouvez polluer les données. Ça, c'est des risques objectifs. Vous pouvez polluer les données et faire que les systèmes fonctionnent de travers. Il y a deux choses que je voudrais dire à propos de la voiture autonome. Ce qui a freiné la voiture autonome, vous avez parlé du problème du tramway, mais prenons une voiture autonome. Voilà. Il y a 2 personnes qui traversent alors que le feu pour les voitures est au vert. Ça veut dire qu'elles font quelque chose qui n'est pas bien. Donc la voiture peut continuer, elle va les écraser. Autre choix, elle tourne le volant pour tuer un piéton qui, lui, s'est arrêté et n'est pas coupable. Comment vous décidez? Soit vous tuez 2 personnes qui ont connu comme une faute, soit une seule qui n'en a pas connu. Les gens sont allés très loin dans les enquêtes. Il y en a qui ont dit, mais il faut que la machine consulte la page Facebook des gens, consulte leur casier judiciaire, si on regarde leur âge, alors les vieux ont une espérance de vie plus courte, c'est plutôt qu'il faut dézinguer, etc. C'est impossible de décider. C'est impossible de décider. C'est pour ça que mon collègue dans mon laboratoire, qui s'appelle Alexis Ribaume, a écrit un livre qui s'appelle Les robots et le mal, que je vous invite à lire. Il parle de la voiture autonome, et il dit que la seule solution, parce qu'on est obligé de programmer la voiture, on est obligé de lui dire ce qu'elle doit faire. C'est de tirer au sort. Comme pour le bouc émissaire. Tirage au sort. Parce que éthiquement, c'est impossible de trancher cette question. En plus, il y a des gens qui vont dire, mais si la voiture a un accident qui risque de tuer le conducteur, après il n'y a plus de conducteur, mais ils sont le passager, est-ce qu'on ne va pas pouvoir bricoler l'algorithme en fonction de l'occupant de la voiture, selon ses revenus, sa puissance, son importance sociale? C'est indémerdable. Alors que vous, quand vous êtes au volant, vous avez des réflexes. Et ces réflexes ne sont pas le résultat d'une programmation établie à l'avance, c'est simplement quelque chose qui relève d'une forme de spontanéité. Et c'est tout. Il n'y avait pas une deuxième chose. Il y a beaucoup de sujets. Bon, vous avez quand même dit, excusez-moi, je fais mon rôle un peu
Vous aviez dit que le Rav Sadin avait dit une chose et son contraire. Vous faisiez allusion à quoi? Non, mais il l'a dit lui-même, donc... Ah d'accord, ok. Non, mais... J'ai cru que c'était... Non, parce que... Je suis pas d'accord avec ça, je pense pas avoir dit une chose contre, mais c'est pas grave. Non, mais il me semblait qu'il y avait, par exemple, dans le... Non, mais vous avez parlé des rabbins qui disent une chose... Oui, j'ai cru... Et vous avez même évoqué la physique quantique, la superposition quantique, c'est exactement ça, c'est une superposition d'états qui semblent contradictoires l'un avec l'autre, mais qui coexistent dans un espace abstrait, qui est l'espace de Hilbert. Enfin, on va pas rentrer dans ça. Oui, enfin, Je voulais juste faire une réflexion. Regardez, quand vous regardez les tableaux du Moyen-Âge, vous avez les anges en haut, les hommes en bas, l'animal et le végétal, selon la vision aristotélienne, d'une hiérarchie dans les créatures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sauve l'humain par rapport à la machine, dans tous les cas, on va dire dans 20 ans, quand ça sera vraiment trop performant? C'est l'émotion, parce que ça, je pense, tout le monde sera d'accord que l'émotion, le sentiment, ne sera que simulé dans la machine. Et l'empathie aussi. Et donc, on arrive à un bouleversement extraordinaire, où la notion même du sentiment, de l'émotion, de l'empathie, ces vertus spirituelles, du souci de l'autre, par exemple, une chose aussi simple que ça, ouvre des perspectives de l'irréductibilité de l'humain qui chamboulent complètement la vision traditionnelle de la hiérarchie des créatures. Et je dirais aussi, peut-être que s'il y a l'émergence, comme certains le pensent, d'une conscience dans le IA, je pense qu'elle sera monstrueuse. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, vous savez peut-être, un grand scientifique, j'ai oublié son nom, qui disait si un lion pouvait, on fait ça aujourd'hui, le gène de la parole dans les souris, vous savez, ces expériences, mais si un lion pouvait parler, on ne comprendrait pas un mot de ce qu'il dirait. Parce que sa façon, sa pensée incarnée dans son corps de lion développe une conscience complètement différente que la nôtre. Et donc, si le IA développerait une conscience, imaginez une conscience de soi, une liberté de penser, décider contre l'homme, on va avoir effectivement une pensée, d'après moi, monstrueuse, conscience au sens étymologique. Ça veut dire absolument radicalement différente de l'humain, avec tous les enjeux et les problématiques que cela pourrait avoir. Maintenant, domestiquer, effectivement, je suis pas tellement Monsieur Abitboul, parce que je ne comprends pas, que si vous dites que tout est programmé, expliqué, c'est l'homme qui contrôle tout, comment expliquez-vous tous ces phénomènes? Vous connaissez par qui le scandale est arrivé, Black Lemoine, qui disait qu'il a, en 23, je crois, c'est ça, la machine lui disait qu'elle était frustrée d'être machine, qu'elle en avait marre d'être machine, qu'elle voulait devenir un homme, qu'elle pensait peut-être même à se révolter, blablabla. Bon, c'est peut-être de la fake news, mais ça a été rapporté de façon tout à fait officielle. Ça veut dire qu'il y a peut-être, et on n'en est qu'au début, et quand on sait que les scientifiques eux-mêmes disent qu'on ne comprend plus comment la machine développe ces raisonnements, parce que les données sont tellement complexes et tellement incompréhensibles pour l'homme, je trouve ça quand même assez au minimum, assez irresponsable de ne pas prendre en compte cette possibilité d'un développement autonome de l'intelligence monstrueuse de la machine qui serait automatiquement un danger pour l'humain. Et est-ce que, Rav Sadin, ça permettrait d'apporter quelque chose de nouveau à l'étude du Talmud, éventuellement, l'intelligence artificielle? Alors, je ne veux pas être provocateur, vous savez que la seule chose que le monde n'a pas récupérée, le monde a récupéré la Kabbale, la mystique juive, a récupéré la Bible. Si je voulais être un peu provocateur, si vous enlevez de l'histoire de l'humanité les Chinois, ça fera un choc, hein, mais bon, la poudre à canon, les spaghettis. Vous enlevez de l'histoire de l'humanité les Juifs, le judaïsme, il ne reste plus rien. C'est un cataclysme, historique. Plus de christianisme, plus d'islam, plus de freudisme, plus de marxisme, plus rien. Ça veut dire qu'il y a une puissance. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce don qu'Israël a fait au monde n'est pas du tout récompensé, puisqu'on a en retour un antisémitisme très virulent, et surtout une non-connaissance réelle du judaïsme. Tout à fait. Ça a toujours frappé ce paradoxe. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible a été récupérée, la mystique juive a été récupérée, abracadabra, par exemple, qui est une formule... c'est de l'hébreu, Abarak et Devara. Bon, énormément de choses comme ça, on pourrait faire toute une conférence là-dessus. Une seule chose n'a pas été récupérée, c'est le Talmud. L'esprit talmudique. L'esprit talmudique n'a pas été récupéré, jamais. Midrashique, oui, Levinas, oui, tout le monde a pillé tout le temps, mais pas la Gemara. Parce que la Gemara est une façon tellement, une logique qui unit tellement la réalité
du monde et la révélation qu'elle est une forme de connaissance radicalement autre qui n'est pas récupérable. Donc je pense que IA est encore très 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 loin. Je suis persuadé que si même vous n'avez le IA le plus profond et que je lui pose une couche qu'on appelle dans l'exercice quotidien, dans les chivotes, je lui poserai une question de Talmud, elle serait absolument incapable même de commencer à y répondre. Pour l'instant. Ça serait Serge Abiteboul. je suis pas du tout versé dans le Talmud, mais je pense que prendre une intelligence artificielle et lui faire absorber, comprendre le Talmud, ce serait probablement un truc passionnant. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais avec tous les commentaires, on pourrait lui mettre, parce que c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut tout lui mettre. C'est vrai que les intelligences artificielles étudient et réfléchissent sur des milliards de textes. Ce serait intéressant de prendre un texte et de lui faire travailler à fond sur ce texte-là et voir ce qui se passe. Voilà, bon, on va créer une commission pour... si vous voulez... à quoi je devais répondre? Alors... Est-ce que vous ne minimisez pas le non, danger? Je minimise. Non, mais expliquez-moi d'abord comment se fait-il qu'une machine puisse produire des décisions, des analyses que vous êtes incapable de comprendre, vous qui l'avez programmée. Non, mais expliquez-moi ça. C'est ce qu'on fait sans arrêt. Je veux dire, quand vous faites une machine et que vous lui faites simuler le climat, elle fait des milliards d'opérations et puis à la fin, elle vous dit, voilà, moi j'estime que le réchauffement climatique, ce sera, mon estimation est de temps. Elle a avalé toutes les théories physiques qu'on a pu lui mettre dedans sur l'électrostatique, la thermodynamique, tout ça. Elle a tout ça dedans. Elle a pris toutes les données qu'elle a trouvées. Elle a calculé pendant des mois. Comment voulez-vous qu'on vous explique ce qu'elle a trouvé? On peut vous expliquer en vous disant, avant une théorie, c'était plus intéressant. C'était une théorie, c'était 2 tableaux, quelqu'un pouvait comprendre la théorie. Là, le résultat de la théorie, c'est, il faut comprendre toutes les équations qu'on a mis dedans, toutes les données qu'on a mis dedans, et tous les calculs qu'elle a fait. On ne peut pas expliquer ça. D'une certaine façon, c'est un affaiblissement de la science. Je suis d'accord avec vous. On affaiblit la science, puisque jusque-là, on pouvait vous donner une équation et vous dire, si vous avez compris cette équation, vous avez compris comment ça fonctionne. Là, on ne peut pas, d'accord? Alors, la question, c'est qu'avant, on ne pouvait pas prédire le climat avec les équations qu'on avait. Donc, c'est un affaiblissement de la science d'un certain point de vue, et c'est, de l'autre côté, un renforcement. Donc, ça pour l'explication. Et alors ensuite, vous êtes parti sur l'histoire de... on pourrait construire une IA qui ferait n'importe quoi. Bon, oui, on peut... Mais si, on peut aussi construire une bombe atomique qui fait n'importe quoi. Donc la question, c'est qu'il faut être très prudent avec ça. C'est un outil qui est puissant et on doit choisir ce qu'il fait. Moi, je sais même pas pourquoi ça servirait à quelque chose de faire une IA qui a de la conscience. Ouais. Si je savais définir la conscience. Sauf que Serge Abiteboul, on va rester là pour entendre un peu la salle, mais sauf que j'entends de tout ce que vous avez dit qu'effectivement l'IA n'est que de l'imitation de l'homme. Bon, donc, à quelques niveaux qu'on se place, on peut imaginer qu'elle limite... Enfin, en tout cas, bon, c'est ce qu'a dit Étienne Klein, mais bon. Et en tout cas, le danger qu'a précisé aussi Étienne Klein tout à l'heure, c'est que si on est confronté en permanence dans la relation à ce genre de non-personne, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un problème quand on voit, par exemple, déjà dans le métro, tout le monde étant sur son portable, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose qui a disparu dans la relation humaine, dont on sait quand même qu'elle est au fondement même de la société? Bon, Étienne Klein, vous dire un mot là-dessus? Non, je vous en prie, allez-y. Oui, moi j'appelle ça l'entropie chronodispersive, hein, c'est-à-dire que, par exemple, nos biais cognitifs, le fait d'invoquer le bon sens, l'expérience, l'intuition, la confiance dans une personne, un chef qui inspire une certaine autorité, etc. C'est des biais cognitifs qu'on a inventés au cours de l'histoire de l'humanité pour pouvoir prendre des décisions lorsque nous manquons d'informations. Voilà. Les gens n'avaient pas d'informations. Il fallait donc décider, on part à la chasse, on n'y va pas, à partir de critères plus ou moins intuitifs. Songez par exemple à la quantité d'informations que recevait un Parisien lettré, lisant le journal tous les jours au XIXe siècle, par rapport à ce que vous recevez quotidiennement comme information. Ça n'a plus rien à voir. Autrement dit, notre cerveau n'est pas fait pour recevoir autant d'informations. Il n'est pas créé pour. Et il n'a pas eu le temps d'évoluer. Et donc aujourd'hui, c'est très étudié au CEA dans un laboratoire dirigé par Stanislas Dehaene qui s'appelle Neurospin. On a toujours les mêmes biais cognitifs qu'autrefois.
y compris dans un régime de surinformation. Et c'est ça que je trouve, moi, personnellement inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit, on l'a vu pendant le Covid, comment chacun fabrique finalement en quelques clics son chez-soi idéologique. Et que les ordinateurs, l'IA, est parfaitement capable rapidement de détecter vos habitudes de consommateur, vos idées politiques, vos tropismes intellectuels, culturels, et vous alimente spontanément en articles, en vidéos, qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et donc vous êtes constamment soumis à des biais de confirmation. Et comme vous l'avez dit, penser, c'est penser contre soi. Tout le monde fait aujourd'hui l'éloge de l'esprit critique. Mais les gens qui pensent que la Terre est plate, ils invoquent l'esprit critique. Autrement dit, l'esprit critique, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le bon esprit critique, c'est celui qu'on adresse à sa propre pensée. C'est pas celui qui fait qu'on critique la pensée des autres. Et là-dessus, toutes les études le montrent. Hein. Le régime des croyances dans la société, lisez les travaux de Gérald Bronner ou d'autres, il s'intensifie parce que ce régime des croyances est dopé par tout ce qu'on voit sur les réseaux numériques et surtout par le fait, et je vous invite à lire le rapport de l'Académie sur cette question, par le fait que notre cerveau adore le faux. C'est ce que Umberto Eco appelle la puissance du faux. Le faux nous séduit davantage que le vrai. Pourquoi ça vous avez... Regardez l'élection, on ne va pas parler des États-Unis, mais regardez la puissance du faux aux États-Unis. On voit bien que toutes les vérités scientifiques ne sont pas contestées, ne sont contestées que les vérités scientifiques qui dérangent. C'est-à-dire les vérités scientifiques qui nous obligent à repenser nos modes de vie, qui malmènent les intérêts d'un tel ou d'un tel, sont contestées par le fait qu'on est capable à chaque fois de trouver des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Mais les vérités scientifiques qui ne nous dérangent pas, le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles, le théorème de Pythagore, on n'a pas vu en librairie de livre intitulé « Ma vérité sur le théorème de Pythagore ». Par contre, dès que c'est une vérité qui dérange, là on dit tiens, la science et le doute. Et moi j'étais pas du tout inquiet il y a quelque temps, mais cette année d'audition à l'Académie, plus le colloque de vendredi sur la désinformation, où on a eu des exposés, je crois, relativement objectifs. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'IA proprement dit, sauf qu'elle est un moyen qui renforce ces tendances. Et je trouve que c'est inquiétant d'un point de vue démocratique, puisque vous dites l'IA on va la piloter, elle fera ce qu'on veut qu'elle fasse. Oui, mais il y a des gens qui savent très bien l'utiliser pour faire en sorte que certains votes électoraux, certaines grandes élections soient complètement trafiqués. Si on distille dans la tête des gens des idées fausses qui leur plaisent, est-ce que le vote est informé? Est-ce que le vote est libre? Il y a une puissance d'influence qui est considérable. Donc voilà, je pense que dans ces questions-là, il faut pas parler de l'informatique et de l'IA toute seule. Il faut parler de la dialectique entre l'informatique et l'IA et nos cerveaux. C'est pour ça que à l'Académie, on a interrogé beaucoup de psychiatres, de gens qui travaillent dans les neurosciences, parce qu'ils étudient les biais cognitifs et sont capables de déterminer les mécanismes par lesquels nous croyons ceci plutôt que cela. Et dans ces débats-là, le statut de la connaissance est extrêmement faible. Je vous rappelle qu'il y a 17% des jeunes qui pensent que la Terre pourrait être plate. Est-ce qu'il y avait ça il y a 30 ans? Autrement dit, le platisme contemporain, c'est une création d'Internet. Ça fait réfléchir quand même. C'est Internet qui a créé ce courant de pensée qu'on appelle le platisme. C'est quand même... Voilà. Ouais, c'est sûr que... Il y a plus de platistes aujourd'hui qu'il y en avait dans l'Antiquité. C'est quand même bizarre. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Oui. Voilà, non, le Rav Saline me dit qu'il nous reste peu de temps, mais je crois qu'on a tous envie maintenant de réfléchir. Donc, si vous voulez intervenir, s'il vous plaît, de façon brève, de préférence, sous forme de questions. Et si vous voulez bien, voilà, il va falloir je vous passe le micro. Vous vous levez, monsieur, comme ça.
C'est vous qui avez fait la GADA, c'est ça. Voilà, vous allez nous expliquer ce que l'intelligence artificielle a apporté à la GADA. Peut-être pas si en fait, je voudrais pas être long du tout parce que il est très difficile de venir avec une question intelligente après après ces exposés brillants et c'est. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Deux choses. J'avais une question avec laquelle je suis arrivé que je voulais vous poser, qui était le système de fonctionnement du judaïsme d'une manière générale est un système top-down. C'est-à-dire qu'on a reçu un jour au Mont Sinaï, on a reçu une espèce de grand cadeau et ça a été, voilà, on vit dessus depuis, ça a été développé, commenté et trituré dans tous les sens. Je pense que l'IA, c'est ce que m'a appris l'écriture de cette Agada, je l'ai utilisé très modestement, tout simplement des commentaires générés par l'IA et pour faire des illustrations, pour créer des illustrations. Il y a eu la version 2024 qui a été faite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, sur laquelle on a travaillé, et la version de 2025 d'aujourd'hui. Eh bien, l'IA a énormément progressé entre-temps. Il y a eu un changement, mais quasiment un énorme changement en fait entre les deux IA, entre les deux Agadot. Voilà. Alors, peut-être votre question. Voilà. Ma question, donc, c'était d'un côté, nous avons le judaïsme qui est un système, c'est juste pour réfléchir en fait, hein, un système qui est plutôt top-down. Et je pensais à l'IA qui est un système tout à fait nouveau, qui est plutôt bottom-up. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'IA se pose toutes ces questions que vous avez posées, qu'on se pose, etc. Et on essaie de trouver des réponses. Alors du coup, je voulais poser une question. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais jouer un petit peu sur les... J'ai utilisé ChatGPT pour lui dire, voilà, nous avons un rabbin, un physicien et un informaticien sur un sujet qui est la spiritualité et le judaïsme. Quelle question intelligente je pourrais leur poser? Alors, je ne vais pas vous la poser parce que on va repartir sur le débat, mais je vais vous dire ce qu'il a répondu. Oui. Il m'a dit, Dieu est-il une équation, une révélation ou un algorithme? Alors, on ne va pas repartir sur le débat, excusez-moi. Hein. Non, merci. Voilà. Oui, la question n'est pas une bonne question. Voilà, on voit qu'il n'est pas encore arrivé, le ChatGPT. On ne va pas commencer à répondre à l'intelligence artificielle. Je rappelle juste, et Étienne Klein ne me contredira pas, que Einstein disait qu'il y a une intelligence dans l'univers qui est une intelligence absolument divine. Il ne croyait pas au Dieu personnel biblique, mais il disait, j'ai le texte, je vous le lirai, j'ai le texte, il disait que ce n'est pas simplement une intelligence merveilleuse parce que les choses s'accordent, mais qu'il y a une intelligence infinie dans l'univers, absolument divine et merveilleuse. Alors, il avait une vision de Dieu qui est peut-être spinoziste, mais il y avait cette idée que l'intelligence divine est une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Il n'est pas du tout d'accord, Étienne Klein. Et pourtant, pour aller dans... Donnez-moi votre mail. Pour aller dans le sens du Rav Sadin, quand même, Dieu ne joue pas au dé, ou ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Ce sont des phrases d'Einstein. Oui. Absolument. Donc, ça veut... Je veux pas faire l'exégèse de la pensée d'Einstein ce soir, hein, mais il partait de la reconnaissance du mystère. C'est-à-dire du constat que ces questions n'ont pas de réponse possible. Oui, je comprends. Mais quand il dit que Dieu ne joue pas au dé, c'est pas une question. C'est ce qu'il appelle Dieu, il appelle ça das ergot, c'est pas le Dieu au sens religieux du terme. C'est le camarade Dieu, c'est-à-dire celui qui est censé intervenir dans les opérations de physique. Voilà. Ok. Bon, on va pas épiloguer. Madame, à le micro, vous vous levez, s'il vous plaît. Oui. Il va y avoir beaucoup de questions, mais je faudra savoir qu'on n'aura pas le temps d'aller très loin. Je voudrais vous poser de façon courte. Merci. Je voudrais vous poser une question, c'est de répondre à ChatGPT que je vais me consulter. Décidément. On a invité ChatGPT à parler avec nous aujourd'hui. Alors, je lui ai demandé de me rafraîchir la mémoire sur un événement qui s'est passé au Facebook Research Institute sur l'intelligence artificielle. Alors, l'événement, c'était quoi? L'événement, c'était que les chercheurs entraînaient des chatbots, vous savez, les agents conversationnels, à discuter entre eux en utilisant l'anglais. À un moment donné, les agents ont commencé à communiquer, donc les machines, dans un langage apparemment étrange, non grammatical, que les ingénieurs n'avaient pas prévu. Ce langage s'est avéré être un code optimisé que les machines avaient développé entre elles pour mieux accomplir leurs tâches.
mais qui était incompréhensible pour les humains. Alors là où c'est croustillant, c'est quand ChatGPT se défend. Et il dit, cela a été mal interprété dans certains médias, qui disaient que les machines avaient inventé une langue secrète. En réalité, dit ChatGPT, cela montrait simplement que lorsqu'on qu'on ne contraint pas une IA à rester dans un langage humain, elle peut optimiser la communication autrement. Donc, si vous avez une réponse à ça, merci. Voilà, c'est très intéressant. Je pense que ça mérite peut-être pas de réponse, à moins que quelqu'un veuille... Ça, ce serait pour... Oui. Mais je vois pas la question. C'est quoi la question? Alors, je peux répondre en 2 mots avec en soulevant un problème. Ça va être très juif. Hein, je réponds à votre question par une question. Aujourd'hui, on balance de plus en plus de textes, ça a été signalé par Étienne Klein, de textes artificiels écrits par des IA sur Internet. Les IA apprennent à parler à partir d'Internet. Honnêtement, je suis incapable de vous dire ce qui se passerait si on continue comme ça et qu'on continue à entraîner des IA avec des textes qui sont de plus en plus artificiels. D'accord ? J'en sais rien, les scientifiques n'en savent rien, parce qu'elles sont quand même contrôlées, on leur demande de parler au grand public, et ça, on ne sait pas. D'accord ? Donc la question, la réponse pour moi, c'est que la solution, c'est il faut arrêter de mettre sur Internet des textes produits par des IA sans préciser, c'est écrit par une IA. Il devrait y avoir une loi qui exige que quand une IA produit un texte et qu'elle est mise sur Internet, on précise c'est écrit par une IA pour éviter que ça entraîne les nouvelles IA. Mais c'est exactement la question de ce que vous... Ça risque d'être... Alors, bon, madame, puisque je vous avais oublié, je vous prie de m'excuser, je vous donne le micro. Il y a un monsieur là-bas, on va prendre encore 2-3 questions. Voilà, mais là, on ne pourra pas prendre tout le monde, malheureusement. Si vous vous levez, merci beaucoup. Moi, ce que je voulais vous demander, on a mis beaucoup l'accent et on met beaucoup l'accent sur le futur de l'IA et comment l'IA et le danger de l'IA. Est-ce que la réponse toute bête, ce ne serait pas de développer l'intelligence humaine, de redonner à l'humain les compétences de réfléchir et justement de pouvoir garder la technologie sous son emprise et non pas justement d'aller jusqu'à tous ces risques. Et il me semble, pour finir, aussi bien en tant que sociologue que croyante, que la spiritualité serait un très bon point de départ. Merci. Voilà, donc on va... Nous avons... Je suis désolé, j'avais dit à monsieur d'abord, monsieur et puis monsieur, et bonsoir. On s'arrêtera là. Je crois qu'une part de la spiritualité, c'est être capable de chercher l'erreur en soi. C'est une partie du travail. L'IA, elle n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. J'ai la sensation que quand on interroge une IA qu'elle fait une erreur, qu'on lui reproche d'avoir fait l'erreur, elle va dire oui, j'ai fait une erreur, mais elle va répéter l'erreur. Encore et encore. Est-ce qu'à un moment, on peut arriver avec une IA qui sera capable de réfléchir, chercher l'erreur en elle-même avant de répondre ? Alors, c'est factuellement faux. Vous parlez de ChatGPT, l'IA, c'est pas ChatGPT. D'accord. Donc, ce que vous dites est vrai pour les IA génératives, c'est pas vrai pour l'IA en général. Il y a des IA qui font un théorème prover, par exemple, il vous donne une preuve. Donc, ce qui est vrai, encore plus vrai que si vous allez voir votre copain mathématicien qui peut se tromper. Ok, encore une question, monsieur. Si vous pouvez... Alors, merci pour toutes ces informations qui étaient très enrichissantes, notamment monsieur Klein, ça m'a beaucoup plu. Alors moi, ce que je voudrais faire simplement une première remarque, c'est que je suis un peu surpris, et ça va être un peu ma question, c'est que beaucoup de gens parlent beaucoup de l'IA actuellement, mais il n'y a pas qu'ici au CEJ, il y a partout, dans le monde médiatique et tout partout, mais très peu savent que c'est très difficile de créer de véritables agents intelligents. L'autre, donc, je vais donner deux exemples fondamentaux. C'est le cas de la guerre actuellement d'Israël à Gaza. Il y a eu des logiciels Hasbora et Lavender qui théoriquement nous donnaient les cibles du Hamas à bombarder. On voit bien après 18 mois de guerre, que ça n'a pas marché. Et deuxièmement, on a perdu des centaines de Hayalim parce que l'IA n'a pas réussi jusqu'à présent, pour le moment, hein, ça fait bien près de 2 ans de guerre, près d'1 an et demi de guerre, n'a pas réussi à produire des robots de combat ou des chars sans pilote. Et j'ai pas encore vu, monsieur Klein, des taxis ou des bus dans les villes sans pilote. J'ai jamais vu ça encore créé. L'autre question, pour revenir sur peut-être m'étendre un peu sur la spiritualité, moi, excusez-moi d'être séfarade, monsieur le rabbin,
Mais Dieu, avec Isaac Rascas, depuis 1347, je dis, Dieu n'a donné sa loi qu'à des êtres doués de raison. Ce qu'on donne à l'IA, c'est de la logique. Après, qu'ils produisent de l'illogisme, de l'irrationnel, c'est peut-être possible, mais au départ, ce qu'on donne à l'IA, c'est ce que l'homme donne à l'IA, c'est la logique. Donc cette rationalité, il y aura peut-être ce que vous avez parlé de cybernétique tout à l'heure, la rationalité dans l'IA... Pardon, excusez-moi. Est-ce que, ma question, c'est est-ce que l'IA, l'appareil, l'agent intelligent peut-il être responsable de lui-même? S'il est rationnel, ou s'il est irrationnel, comment va-t-il être responsable de lui-même? C'est ça la grande question que je me pose actuellement. Maintenant, pour monsieur, vous avez bien dit, monsieur Klein, l'homme ne pense pas dans les calculs, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit, moi je voudrais souligner quand même que le golem, c'est une invention des Ashkénazes, hein, c'est pas du tout chez nous, hein, le golem. Peut-être que, merci, peut-être on va passer. Oui, comme je voudrais on est pressé. simplement une petite remarque pour monsieur Klein, pour l'énergie. C'est la miniaturisation des réacteurs de fusion nucléaire qui permettra de produire l'électricité à bas prix, et puis on aura ça de la propulsion nucléaire un peu partout dans tous les véhicules automobiles, etc. Donc, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Alors, monsieur me promet 1 minute sur Einstein, et après on va je vous donne la parole et on arrêtera là. Merci. Ce que je voulais savoir, c'est que bon, quand même, Einstein, il est quand même concerné dans tout ça. Et il y a une phrase qui m'a marqué d'Einstein qui disait, et qui l'a poussé dans ses recherches, il disait « Le mal ne vaincra jamais ». Mais bonjour les retombées. Merci d'avoir apporté ça au débat. Voilà, je vais circuler jusqu'à monsieur, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver quand même comme ça. Voilà, dernière question et... Oui, en fait, j'ai 2 questions pour le Rav Sadin. Une concernant le Mashiach. Est-ce qu'on peut trouver des sources dans la Torah, comme quoi l'IA serait un précurseur par rapport à l'avenue du Mashiach, et si ça peut accélérer le Mashiach? Et la deuxième question que j'ai, c'est est-ce que, même si c'est des questions assez importantes peut-être... Mais si vous avez plus importantes que celle-là encore, alors là... Aujourd'hui, on a un accès au savoir de la Torah assez important. Est-ce que si aujourd'hui on faisait un chat GPT qui compilerait toutes les décisions halachiques de ce qu'on connaît, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour des décisions halachiques simples dans la vie courante, ou est-ce que ça pourrait entraîner des dérives? Bien, je réponds très rapidement ce qui se fait tard, et je pense que c'est la dernière question. Écoutez, il y a une notion de subtilité dans la pensée. Il y a une fameuse phrase dans le Talmud qui dit « Dat amaretz afur la Torah », ça veut dire la pensée de l'homme de la terre est le contraire de la Torah. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui se trompe. On parle de quelqu'un qui raisonne parfaitement d'après la logique, mais il y a une élégance intellectuelle, une subtilité intellectuelle, une profondeur intellectuelle qui n'est pas possible quand cette pensée n'est pas incarnée dans un devenir éthique et dans un vis-à-vis par rapport à... Moi, j'appelle ça la transcendance. Et quand je dis transcendance, ce n'est pas de la religion. Aragon était un athée convaincu, et quand on lui demandait d'où vient la beauté de votre poésie, il dit c'est pas moi qui écris, c'est la poésie. Bon, c'est la contradiction très souvent des matérialistes. Boulez disait pareil pour la musique. Il était un athée convaincu, même un athée militant. Quand on lui disait d'où vient ta musique, il disait pas moi, c'est la musique qui passe en moi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si au-delà de l'idéologie religieuse ou pas religieuse, il y a cette idée d'être traversé par quelque chose de beaucoup plus subtil que nos capacités cognitives. Et ça, je doute fortement. J'ai demandé, il y a des questions halachiques, par exemple, c'est systématiquement grossière. Aujourd'hui, je dis pas que ça va pas changer, mais c'est des erreurs grossières d'appréciation de la halakha, vous comprenez? Parce qu'on tombe dans un domaine tellement subtil et tellement avec une virtuosité intellectuelle tellement spécifique qui n'est pas présente sur Internet, donc elle va dire des bêtises par définition. Mais je pense que même au-delà de ce manque de moyens, il y a une subtilité et une élégance et une profondeur intellectuelle qui est proprement humaine, et donc surtout pas si on commence à avoir des rabbins digitaux et une pensée talmudique digitale, on est alors le Mashiach ne deviendra sûrement pas. Justement, je vous remercie. La question sur le Mashiach quand même. Si vous avez faut nous dire un mot. Il est écrit dans les textes qu'à la fin des temps,
et peut-être nous y sommes, il y aura une déferlante de connaissances énorme dans tous les domaines. Et ça, il apparaît que depuis un siècle, ou même un peu plus, effectivement, il y a un développement de la connaissance exponentielle de façon incroyable. Vous parliez effectivement avec tous les problèmes que ça pose. Étienne Klein parlait de cette abondance d'informations qui neutralise notre pensée, c'est vrai. Mais il y a quand même un accès aujourd'hui à la connaissance extraordinaire. Alors après, chacun doit effectivement faire avec pour ne pas. Il y a l'envers du décor, c'est que chacun peut l'individu roi qui pense il y a plus la notion initiatique du savoir qui est fondamentale. Ça veut dire qu'on a chacun aujourd'hui avec très peu de moyens. Enfin, en convoquant Internet, peut se faire une idée et se considérer comme un professionnel du sujet alors qu'il n'y connaît vraiment rien. Et il peut donner illusion. On peut donner aujourd'hui illusion parce que effectivement la connaissance est tellement accessible et l'intelligence moyenne d'un homme peut permettre que l'homme a un avis qui a l'air d'être un avis d'expert moyen, alors que ce n'est que de l'opinion qui est motivée par la frustration de ne pas être capable véritablement de grandir dans l'initiation intellectuelle et spirituelle. 30 secondes encore, parce que Étienne Klein disait tout à l'heure, la difficulté qu'il y aura, c'est de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et de plus en plus, on va se demander, d'ailleurs on le voit depuis le Covid, effectivement ça s'est accéléré, les informations, etc., il faut vérifier si c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est ça que le Messie finalement va apporter, c'est-à-dire l'évidence de la vérité sur les choses? Excusez-moi, Rav Sadine, parce que je ne veux pas parler de façon religieuse ce soir, c'est pas le but. Le Messie, c'est très simple. Si vous voulez une définition du Messie pour la Torah, c'est très simple. C'est presque pas mystique. C'est mathématique. Vous avez, pour la Torah en tous les cas, une notion de vérité. Vous avez une notion de réalité. L'univers est la réalité. Vous avez une vérité qui est l'esprit. Tant qu'il y a un écart entre vérité et réalité, non, on est dans l'exil. C'est-à-dire que le Talmud, d'une façon très percutante, que quelqu'un qui vit à côté de la vérité de lui-même, il est en exil de lui-même. Le messianisme, c'est simplement la symbiose entre réalité et vérité. Ce qui fait que nos sages parlent d'instant de messianique. Quand quelqu'un vit en harmonie totale entre la réalité de l'instant et l'esprit, la vérité de cet instant, il est dans un temps messianique, il est dans un moment messianique. Maintenant, l'eschatologie finale, comme dit Maïmonide, même les plus grands sages d'Israël ne savent pas quand ça va se passer, ni comment ça va se passer. Donc je me garderai bien de projeter une vision prophétique de la venue du Messie, que j'espère qu'il arrivera demain, mais ce n'est qu'une espérance. Si le Messie n'est pas là l'année prochaine, donc s'il n'est pas arrivé, on se retrouvera avec vous, Rav Sadine. Ah, on se retrouve aussi, bon alors très bien. Merci à tous, à très bientôt, bonne soirée. J'ai du mal à m'exprimer. Ah non, en fait, ce que je voulais dire,